Merci beaucoup Jacques, merci pour votre invitation. Effectivement, alors Reliance s'appelait CHAM jusqu'à il y a quelques temps, vous connaissez peut-être le nom de CHAM un peu mieux. Juste rapidement, Reliance c'est un groupe qui est européen maintenant, présent dans 4 pays européens importants, et donc on a une vision assez transversale de la prise en charge des médicales en général et chirurgicales en particulier, puisque le groupe assure les établissements publics, privés et les libéraux en France notamment. Le thème aujourd'hui, c'est un thème de responsabilité médicale. Pour vous repréciser des éléments que Monsieur Fessy a énoncé très rapidement en début, on se retrouve dans un besoin de réparation qui est demandé par le patient. Il y a 3 procédures différentes qui peuvent se produire lorsque il y a eu un dommage associé aux soins. Le patient peut avoir besoin simplement d'écoute et d'explication, et dans ces cas-là, ça se gère en face à face au niveau de l'établissement, au niveau du service, ou en particulier avec le chirurgien. Il peut avoir un besoin de sanctions, et dans ces cas-là, il va déclencher une procédure pénale qui peut mettre en cause individuellement chacun des acteurs de la prise en charge. Et quand on parle de responsabilité médicale, on parle de besoin de réparation avec des procédures qui sont faites là pour le coup dans un cadre judiciaire. C'est la responsabilité civile qui est mise en cause. Personnel des libéraux et salariés, c'est l'établissement qui salarie qui prend en charge, avec 3 procédures différentes. La transaction amiable, c'est l'assureur qui gère l'expertise, devant la CCI sous condition de gravité, et devant le tribunal judiciaire ou administratif en fonction de la nature de l'établissement. Voilà, très rapidement, Reliance connaît l'ensemble des procédures et défend la responsabilité de ces sociétaires libéraux sont reconnus seulement dans 14% des cas. Pour vous dire, je pense qu'on est assez proche de MACSF pour vous dire à quel point on connaît bien le sujet. Alors moi, je suis partie d'un cas clinique, pas du tout technique, mais plutôt pour vous retracer l'ambiance chirurgicale, pas seulement au bloc opératoire ou dans le geste technique, mais dans l'ensemble de la prise en charge. C'est un patient, Monsieur P, qui a 71 ans. Il a comme antécédent une hypertension artérielle qui est sous monothérapie, une coxarthrose qui est évoluée à gauche, invalidante, avec une indication chirurgicale. Il va dans un CHU, dans le CHU à proximité de son domicile, et l'indication de prothèse de hanche est absolument indiscutable. Elle est programmée sous anesthésie générale. Le protocole qui est en place dans l'établissement dit que tous les matins, c'est l'interne orthopédique qui vérifie les dossiers des patients et qui met en place tous les éléments, fait en sorte que la préparation du patient se fasse le mieux possible. Sauf que ce matin-là, l'interne est en retard parce qu'il a des grèves de métro, et donc l'équipe qui est déjà au complet n'est pas contente. Et puis quand il arrive finalement, il est assez mal accueilli, et il y a des perturbations dans le planning du fait de son retard. Le premier patient, donc Monsieur P, dont on parle aujourd'hui, il est installé pour une PTH gauche. L'interne vérifie le dossier, puis en fait, il se rend compte que l'installation du patient, c'est pour une PTH droite. Il demande si quelqu'un s'en est aperçu, puis comme tout le monde n'est pas très content, on lui demande de se taire, et puis il n'insiste pas trop. Le chirurgien commence incision à droite, et l'interne revérifie quand même une nouvelle fois dans le dossier, il insiste auprès du chirurgien. Le chirurgien est vraiment pas content. Mais quand même, il doute, il laisse son stylo, son scalpel, il demande qu'on lui apporte la radio, il vérifie la radio, et puis finalement, il opère le patient à gauche. L'intervention est simple, il n'y a pas de suite compliquée, et le patient rentre chez lui, après avoir eu quand même des explications un petit peu confuses sur le fait qu'il avait eu une incision des 2 côtés. Il n'y a pas de poursuite dans ce cas-là. Mais l'évolution du patient fait que 2 ans plus tard, alors il s'est aggravé sur le plan médical, il a une hypertension artérielle sous bithérapie, et on lui a trouvé une fibrillation auriculaire qui nécessite des anticoagulants oraux directs. Il a un syndrome douloureux à la marche qui finalement s'est pas tout à fait éteint depuis la mise en place de la prothèse. Il n'a jamais vraiment été bien, puis maintenant qu'il a des anticoagulants, mais il a peur de tomber, parce qu'il a mal, il sort plus de chez lui. Et il a peur de saigner surtout. Donc il retourne au CHU, le bilan diagnostique est réalisé, et le changement de cotyle est indiqué. Je vous épargne, vous la connaissez mieux que moi, la discussion diagnostique autour du syndrome douloureux. Là, ce n'est pas vraiment le sujet, donc je n'ai pas insisté sur le thème. Sauf que, comme le patient a été opéré 2 ans plus tôt et qu'il a été incisé des 2 côtés, qu'il n'a pas tout à fait compris pourquoi, il se dit qu'en fait, il va changer d'équipe et qu'il voudrait avoir un 2e avis et peut-être être opéré ailleurs.
Et donc, il va voir le docteur C, qui est libéral, qui exerce dans la clinique dans la même ville que le CHU. C'est une clinique qui a un très bon niveau, un chirurgien qui a une bonne réputation. Le chirurgien suit l'enquête diagnostique qui avait été réalisée au niveau du CHU. Il considère que lui aussi, il y a une indication de changement de cotyle. Et donc, il pose l'indication et il programme l'intervention 2 mois plus tard, sous anesthésie générale, tout ce qui est de plus simple. Alors, dans la clinique, il y a un protocole de gestion des anticoagulants qui dit que la gestion préopératoire, elle est réalisée par l'anesthésiste libéral. Donc, l'anesthésiste fait arrêter les anticoagulants 3 jours avant l'intervention. Il n'y a pas de relais dans cette indication, il n'y en a pas besoin. Et puis, l'intervention se fait sans difficulté. Le patient retourne dans sa chambre l'après-midi, il est levé précocement, pas de complications. Au 2e jour, le soir, le chirurgien vient le voir, il valide sa sortie le lendemain et il donne la consigne à l'infirmière de reprendre l'Eliquis, le traitement anticoagulant, le lendemain. Donc le lendemain matin, le patient sort, il rejoint son domicile, puis il attend que le centre de rééducation le contacte pour qu'il puisse faire toutes ses séances. Il n'a pas reçu l'Eliquis. Et il a une ordonnance de sortie qui est standard avec un antalgique de niveau 2 et une HBPM préventive. Malheureusement, 15 jours plus tard, il est pris en charge par le SAMU. Il a fait un AVC ischémique sylvien gauche, brutal, avec une hémiplégie. Le mécanisme est emboligène. C'est sa fibrillation auriculaire qui a déclenché l'embolisation. Comme il a été opéré moins d'1 mois auparavant, il y a une contre-indication à la thrombolyse. Et donc, il passe 4 jours en USINV, 10 jours en neurologie et 2 mois en SSR. Finalement, il arrive à récupérer une grande partie de sa mobilité. Il a une hémiparésie droite avec une marche conservée et une canne tripote pour pouvoir marcher. Alors, c'est cet épisode qui déclenche une demande d'indemnisation de la part du patient. Pas du tout à cause de la première mise en place de prothèses et de la double incision, mais bien à cause des conséquences médicales qui étaient totalement inattendues des suites de la prise en charge chirurgicale. Et donc une expertise CCI est mise en place. Alors l'expertise CCI, elle est recevable puisque le patient a un niveau de gravité qui fait qu'effectivement il peut atteindre ce type de procédure. Et le rapport d'expertise est rédigé de façon très concertée entre dans un collège d'experts, un orthopédiste, un anesthésiste, qui est tout à fait adapté pour un sujet un dossier qui traite des 2 spécialités. Et le collège d'experts considère que la prise en charge au niveau chirurgical pur, elle a été tout à fait conforme aux règles de l'art. L'indication est adaptée, l'information aussi, et puis la technique chirurgicale qui a été utilisée était tout à fait appropriée. En revanche, sur la gestion périopératoire des anticoagulants, notamment post-opératoire, elle n'était pas du tout conforme aux règles de l'art. Et les experts considèrent que le chirurgien qui a prescrit l'anticoagulant sans l'écrire dans le dossier n'a pas permis à l'infirmière de le délivrer, ou en tout cas à l'infirmière de transmettre l'information de façon correcte, donc ce qui fait que le patient ne l'a pas reçu. Ça, c'est un élément de manquement qui est indiscutable et ça rejoint ce que disaient mes trois confrères sur le fait que dans un dossier médical, l'ensemble des informations utiles doivent être tracées et si elles ne le sont pas, alors c'est effectivement à l'objet de reconnaissance de responsabilité, mais c'est surtout un manque de transmission d'informations entre les différents membres de l'équipe autour du patient. Le traitement de sortie, par ailleurs, qui a été transmis, c'est un traitement type. Et en fait, il n'a pas été tenu compte de la situation particulière du patient pour lui faire une ordonnance qui correspondait réellement à ses besoins. Et donc, ça, c'est un des points qui est soulevé de façon particulière, notamment par l'expert anesthésiste, qui considère que cette ordonnance automatisée, elle n'avait pas lieu d'être. Puisqu'en plus, il n'y avait pas d'indication aux HBPM. Finalement, la conclusion des manquements, c'est un défaut de prescription, un défaut de traçabilité sur la gestion des anticoagulants, donc rien de chirurgical. Et l'ensemble de ces manquements a conduit à une perte de chance pour le patient d'avoir un AVC de 60%. Alors pourquoi 60%? C'est qu'au vu de ses antécédents et de la fibrillation auriculaire, il avait un risque de 40% d'avoir un AVC et donc on pouvait l'empêcher seulement à hauteur de 60%. Puis l'avis CCI a rendu sa position
Donc ils ont confirmé le point de vue des experts qui est de dire que M. P était victime de manquements sur la gestion périopératoire des anticoagulants et que la perte de chance de l'AVC était de 60%. Sauf qu'au lieu de considérer que l'ensemble des conséquences étaient à la charge de l'orthopédiste, ils ont considéré que l'établissement lui aussi, en tant qu'organisateur de la prise en charge, était responsable et que les deux avaient une responsabilité qui était partagée à égalité. Donc 50% pour le chirurgien et 50% pour l'établissement, puisque le protocole de gestion des anticoagulants relève de l'organisation des soins, et l'organisation des soins, c'est la responsabilité de l'établissement. Alors là, vous voyez que l'anesthésiste n'a rien eu, parce qu'en fait, lui, il était responsable de la gestion préopératoire et qui n'était pas censé intervenir dans le post-opératoire. J'ai fini. Merci.